Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là et je remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir convié et d'avoir convié à travers moi à la fois la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers. Donc je vais vous parler aujourd'hui, un peu plus de ce qui a été mon activité en fin de carrière sur l'animation d'équipes pluridisciplinaires, multisectorielles, donc sur entre autres de la gestion de crise. Alors, je vais d'abord me présenter, veuillez m'excuser. Donc, je suis l'inspecteur général Patrick Botéac, sapeur-pompier, plus de 45 ans de carrière. J'ai commencé comme sapeur-pompier volontaire, ensuite sapeur-pompier militaire, et j'ai fini comme sapeur-pompier professionnel. J'ai exercé des rôles de directeur départemental des services d'incendie et de secours pendant une trentaine d'années. Et mon dernier poste, effectivement, comme ça vient d'être dit, j'ai été chef de l'état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité ouest. Donc je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, parce que c'est un objet un peu particulier, les zones de défense, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc voilà, ça a été ma dernière affectation avant effectivement de cesser mon activité professionnelle il y a quelques semaines. Pour commencer, pour ouvrir mon propos, je vous propose de regarder un petit film, ça fait à peu près un peu plus de 5 minutes, d'un exercice qui a été monté par ma structure, par la zone de défense ouest, et qui va vous mettre un peu en perspective notre rôle et surtout voir comment on peut agréger des acteurs divers et variés sur une cinétique relativement rapide, qui va reprendre d'ailleurs un peu ce qui vient d'être exposé sur un problème d'attentat, et surtout de voir comment l'ensemble des acteurs peuvent se jouer et d'introduire certaines notions que je développerai ensuite dans mon propos. Donc je vous propose de lancer le film. Alors je ne sais pas comment ça se passe. C'est là où c'est... Oui. Si tout va bien. Au lieu de la forêt, mieux dit la forêt, commune de Auvers-le-Hamon. Donc sur directive du commandement 72, commande de couverture. Ok, donc 100-150 personnes dans le wagon, ça a tiré dans le wagon 5 a priori. 28 juin 2017 à Auvers-le-Hamon dans la Sarthe. Dans un TGV en circulation, un attentat vient de se produire. Une explosion a retenti, le train est à l'arrêt. Quelques minutes plus tard, une fusillade éclate à l'intérieur. 120 personnes se trouvent à bord. Plusieurs dizaines de passagers parviennent à s'enfuir. Chaque individu est alors fouillé et questionné par les forces de l'ordre. Il y a des personnes blessées dans le train, notamment voiture d'armes, on a au moins. Type d'arme, vous avez pu déterminer Kalachnikov. Kalachnikov. Une arme de poing. Ok. Vous avez pris le pays là. Kalachnikov, arme de poing. Et ils avaient un otage quand ils sont passés devant moi. Tirez pas! Préparez-vous. Entends? Vous êtes combien? On est quasiment une dizaine! Combien? Une dizaine. Les otages devant? Ouais, les otages sont devant, ouais. Attends. Combien de terroristes? Combien d'individus armés? Je peux rien dire! J'ai de rester sur place. Ouais, pour info, au moins un tango habillé de sombre avec un bonnet péruvien, c'est reçu? Apparemment, il y a des blessés parmi les otages. On sait pas combien, Ok. On a connaissance du fait qu'il y a 2 terroristes dans la voiture 1. On ne sait pas s'il y en a d'autres dans le reste du train. On a 130 passagers. On a un nombre de personnes indemnes de 58. On sait qu'il y a 2 décédés. Pour le moment, on ne sait pas si d'autres terroristes sont présents. Donc l'idée, c'est de s'assurer qu'on a vraiment que les 2 terroristes repérés pour permettre, lorsque ce sera possible, l'intervention du GIGN. Gendarmerie, main sur la tête. Main sur la tête. On y va les gars. Et puis on tire, on y va. Il y a un tir au sol devant. Ok, pied. Personne ne bouge, les mains sur la tête. Gendarmerie. C'est qui? Otage, viens là, dépêche-toi, tu vas sortir. Desserre la jambe.
C'est bon pour lui. Max, pose ton boucleur, viens avec moi. Ok, faut évacuer cette rame. Elle explose tout le long. Faut les faire sortir là où c'est sécu. Ok monsieur, levez-vous, pas sur la tête, tout le long. Rien du tout. Alors on masse sur la tête jusqu'à la fin du pont, par ici. Deuxième axe essentiel de ce type d'exercice, la prise en charge et l'évacuation des victimes. En coopération avec les forces d'intervention, les sapeurs-pompiers et le SAMU s'occupent de chaque passager. Les urgences absolues et les urgences relatives sont immédiatement emmenées au poste médical avancé. Les autres passagers doivent se rendre au point d'accueil des impliqués. Les associations de sécurité civile y sont présentes pour les accueillir. On a utilisé dans cet exercice un nouveau système qui s'appelle Sinus V3. Qu'est-ce que c'est que Sinus? Ce sont des bracelets qu'on accroche au poignet de toutes les victimes lorsqu'on est sur le théâtre, soit d'un attentat, soit d'un événement où il y a de nombreuses victimes, pour faciliter l'identification et le suivi des victimes. On a souhaité également que le procureur de la République puisse intervenir sur le théâtre d'opération et engager le début de l'enquête judiciaire avec l'intervention du SRPJ. On a même joué d'ailleurs la passation entre le début de l'enquête judiciaire entre la gendarmerie et la poursuite par le SRPJ. Si vous voulez que l'opération se passe bien globalement, il faut que chacun joue exactement son rôle au bon moment, avec donc ce PCO qui est au plus près du terrain. Et puis à l'arrière, le COD qui a par exemple pour 2 rôles essentiels, gérer la presse, et puis aussi un point très important qui est raccroché au COD, c'est la cellule d'information des populations. Sur l'ensemble de l'exercice, ce sont près de 600 personnes qui ont participé, aussi bien comme figurants, comme joueurs, comme observateurs ou comme animateurs. Donc c'est un dispositif assez complexe, c'est un petit peu comme un orchestre avec un ensemble de musiciens voilà, et d'instruments, il faut que ça fonctionne bien. Donc, cette petite mise en bouche pour vous montrer un peu rapidement le paysage auquel on peut être confronté dans une crise avec des acteurs multiservices. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, alors, traditionnellement, la France est un État très centralisé, c'est-à-dire que les informations viennent d'en haut et ça descend plus ou moins. Depuis les années 80, on a mis en place la décentralisation et l'État évolue en permanence. Pour mémoire, pour les plus anciens de l'assistance, l'État fabriquait même des voitures à une époque, puisque Renault était une entreprise d'État. Et donc l'évolution du monde a fait que la structure a évolué, et de ce fait-là, l'ensemble des niveaux étatiques ont dû s'adapter à cette évolution. Et donc, les règlements ont évolué, ce qui a obligé en même temps, ce qui a fait apparaître de nouveaux acteurs dans le paysage de la gestion de crise, et même comme gestionnaire direct de crise. Et donc il a fallu bien sûr prendre en compte ces éléments-là. Cette évolution a également été accompagnée par l'émergence de nouveaux risques. Malheureusement, je vais en prendre 2 plus significatifs. Les attentats, on vient d'en parler dans l'exposé précédent, les attentats de 2015 étaient quelque chose de complètement surréaliste. Des attentats à l'arme de guerre avec des attentats suicides, c'est quelque chose qu'on voyait à la télé, mais pas sur notre territoire. Autre élément, le réchauffement climatique. Les feux qu'a connu la France l'année dernière étaient complètement surréalistes. C'était quelque chose qu'on n'imaginait pas. Or, cet événement, malheureusement, s'est produit et risque de se reproduire de nouveau. Et face à l'émergence de ces risques-là, il a fallu effectivement que l'État s'adapte et que l'on développe de nouveaux outils à la fois d'organisation et outils de gestion pour nous permettre d'améliorer notre réponse opérationnelle. Rapidement, voici l'organisation étatique de la gestion de crise en France, avec un certain nombre de niveaux. Le premier niveau, toujours, la commune. C'est le point de départ, le maire est responsable de la sécurité sur sa commune au titre de ses droits.
et de ses responsabilités. Au-dessus, on va trouver le préfet, on l'a vu sur le film que je vous ai présenté, qui est vraiment la cheville ouvrière de la gestion opérationnelle sur le terrain. Au-dessus, vous avez l'élément zonal, que je vais vous présenter un peu plus juste après. L'élément zonal est un élément de coordination. Ce n'est pas un élément de commandement au sens propre du terme. L'élément zonal est à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, prend en compte les demandes qui remontent du terrain, les fait remonter au niveau national et assure ce relais entre le niveau national et le niveau de terrain. Au-dessus, bien sûr, le niveau national, étatique. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des salles opérationnelles, puisqu'à chaque fois, à chaque étape, vous avez des salles opérationnelles dédiées qui se mettent en place. Et maintenant, de plus en plus, vous avez l'international avec le niveau européen qui existe et qui prend de plus en plus d'importance, avec entre autres la mise en place de modules de renfort qui sont envoyés par l'ensemble des pays européens qui souhaitent apporter leur concours à des gestions de crise sur un pays membre de l'Union européenne ou voire sur des pays tiers. Les zones de défense, rapidement, en France, pour faire court, pour les non métropolitains ou non français, 100 départements, donc 100 préfets, gestionnaires de crise. Par contre, nous avons maintenant 13 régions, mais 7 zones de défense. Donc déjà, ça vous montre un peu la complexité du paysage. Chaque niveau étant effectivement responsable de quelque chose à son niveau. Une première particularité, et qui apparaissait dans le slide suivant, vous avez vu que tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de région. La région n'est pas en France un échelon de gestion opérationnelle. La région est un échelon purement administratif, il n'a aucune compétence en échelon opérationnel. La zone, par contre, tient ce rôle-là. Donc ça, c'est le premier point. La zone est un échelon exclusivement étatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en parallèle, comme on trouve au niveau des communes, des départements, il n'y a pas de structure, je dirais, élective, zonale. Il n'y a vraiment que des structures étatiques. Avec des disparités, puisque là, vous voyez sur cette carte-là, cette région en France métropolitaine, vous avez des régions qui sont, enfin des zones qui sont monorégions, des zones qui sont birégions, une zone birégion, une zone trirégion, et une zone quadrirégion, qui était la mienne, la zone ouest. Donc ça vous montre aussi la complexité. La France a tendance à multiplier les exemples, je dirais, de complexité. Bien sûr, vous retrouvez également ce découpage-là sur les territoires outre-mer, puisque vous retrouvez 4 zones de défense outre-mer, avec les Antilles, la Guyane, l'océan Indien, plus des zones parallèles avec le Sud-Pacifique, pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, et puis un petit confetti en partie haute avec Saint-Pierre et Miquelon. Donc la zone, globalement, 3 missions principales. La première, alors il n'y a pas d'ordre de préséance entre les trois. Premier exemple, le premier niveau, c'est à ce niveau zonal que se fait la coopération civilo-militaire. C'est-à-dire les échanges et la planification entre le monde militaire et le monde civil se fait à l'échelon zonal. Donc, d'ailleurs, les zones civiles sont calquées sur le découpage des zones militaires. On a vraiment ce parallèle très strict, avec en face du préfet de zone, un général, chef de la zone de défense. Deuxième mission de la zone, c'est la coordination interministérielle. C'est-à-dire que la zone de défense n'est pas rattachée à un ministère en particulier et a pour vocation à organiser le travail de l'ensemble des structures ministérielles sur le territoire zonal. Je m'explique plus précisément. C'est-à-dire que chaque ministère a donc des antennes sur les départements ou dans les régions, et dans le sein de ces antennes, il y a une structure zonale qui est notre correspondant. Sachant qu'au niveau de la zone, c'est très peu de personnes. L'état-major de zone que je dirigeais pour, vous voyez, à peu près un quart de la France, c'est 20 personnes. Par contre, c'est 20 cadres A avec 7 statuts différents. C'est-à-dire qu'il y a des militaires, des douaniers, des gens de Bercy, des finances, des sapeurs-pompiers, un marin, puisque j'avais un officier des affaires maritimes également, de par le contexte maritime de la zone ouest. Vous voyez, donc vraiment des profils très différents les uns des autres, et notre rôle, c'était d'arriver à travailler ensemble et d'aller chercher dans nos métiers d'origine les informations, les éléments qui allaient nous permettre de coordonner nos actions sur le terrain. Et dernier point qui là est par contre une mission spécifiquement ministère de l'Intérieur, c'est l'administration des forces de police et de gendarmerie à l'échelon territorial. C'est-à-dire que par exemple, tous les véhicules de police et de gendarmerie sont gérés par la zone de défense. Voilà, zone de défense et sécurité.
Donc, à la tête de la zone, vous avez un préfet, qui est le préfet siège de la zone de la région et de la zone de défense. C'est-à-dire que, par exemple, pour la zone ouest, Rennes, c'est le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, qui est le préfet de la zone de défense ouest, et qui a donc préséance sur l'ensemble de ses collègues. Ce qui ne va pas toujours sans poser de problème. Hein, ce n'est pas un long fleuve tranquille, parce que ce qu'on disait tout à l'heure en aparté avec certains, chez nous, enfin là je suis en civil, mais chez les militaires ou chez les sapeurs-pompiers, on a des choses qui font qu'on est plus gradés les uns que les autres. Chez les préfets, ça ne se voit pas, mais ils savent très bien entre eux qui est plus que moi. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, parce qu'en gestion de crise, on le retrouve ensuite. Bon, je ne vais pas vous faire de cours sur l'aspect réglementaire, mais il y aurait les deux textes de base, c'est le Code de la défense et le Code de la sécurité intérieure, qui sont vraiment les deux éléments qui viennent expliquer et donner un peu les règles de ce que doit être la zone. Donc, en période de crise, ce qu'il faut savoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, le préfet de zone n'a pas d'action sur le terrain. Le préfet de zone est à l'écoute des terrains, reçoit les demandes, les retransmet, donc gère avec les moyens qu'il a à sa disposition sur le terrain zonal. S'il n'a pas suffisamment de moyens, à ce moment-là, il va les chercher au niveau national, qu'il lui met à disposition et qu'il le remet ensuite à disposition du département qui en a besoin. Un point particulier qui nous a impacté un peu sur les différentes crises, qui est une évolution relativement récente, puisque ça date du mois de janvier dernier, c'est que, et je pense que le Covid n'est pas absent enfin, dans cette réflexion-là, c'est que depuis maintenant le début de l'année, le préfet de zone peut donner compétence à un préfet départemental pour gérer l'ensemble des moyens de l'État, donc ça c'était déjà le cas, mais également des agences. Donc toutes les agences, y compris celles qui n'appartiennent pas à l'État, si le préfet de zone le décide, peuvent rentrer dans la gestion sous la main du préfet. Ça paraît simple, mais ce n'était pas si évident que ça il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, c'est inscrit dans la loi, donc voilà, dont acte. Donc, le point fondamental de la gestion de crise en France, c'est simple, c'est que l'État est le gestionnaire de la crise en France, au sens large du terme, avec globalement 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau communal, c'est vraiment le niveau de terrain de base avec le maire. Non pas le maire en tant qu'élu, mais le maire en tant que représentant de l'État sur son territoire communal. Ça, c'est ça qui est important. Il est officier de police administrative. Ensuite, le préfet, on l'a vu, qui lui est un fonctionnaire d'État et qui a à sa main l'ensemble des services qui doivent concourir, y compris les services et les organismes privés, qui peuvent être mis à disposition et mobilisés dans ce cadre-là. Et bien sûr, au-dessus, le Premier ministre, puisque en France, ce n'est pas le président de la République, mais c'est le Premier ministre qui est responsable de l'administration et de la gestion opérationnelle à ce niveau-là. Et donc, ça nous permet de définir un point fondamental de la gestion de crise à la française, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la direction des opérations, donc ce qu'on va appeler le DO. Je précise tout de suite, aujourd'hui on parle de DO, on ne parle plus de DOS. Pendant des décennies on a parlé de DOS, directeur des opérations de secours. Depuis la loi Matras, donc de novembre de 21, et confirmée par la LOPMI de janvier 23, on est bien dans une notion de directeur des opérations, ce qui permettra d'ailleurs d'éviter les conflits entre interservices, parce que c'est un peu ça le problème. Donc, la direction des opérations est indivisible, c'est-à-dire que c'est toujours la même autorité qui l'exerce, le préfet ou son représentant. Alors, pas lui forcément, parce que surtout sur des crises qui peuvent durer très longtemps, ça peut être un peu difficile. L'homme a toujours des limites, ne serait-ce que physiques. Donc, pas de son représentant, donc, qui peut être responsable des opérations. Il est intangible, ça ne varie pas. C'est-à-dire que c'est le préfet ou son représentant tout le long de la crise. Il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Et c'est l'autorité ordinaire, c'est-à-dire c'est celui qui, au quotidien, travaille sur le terrain, qui exerce la fonction opérationnelle. Donc ça, c'est un élément aussi important. Le DO donc, s'appuie sur une structure pour la gestion de crise. Et donc, cette structure, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est là où les cellules de crise. Les cellules de crise, leur rôle, c'est essentiellement de permettre la prise de décision à l'autorité, au directeur des opérations. Et ensuite, bien sûr, une fois que l'autorité a pris sa décision, de mettre en œuvre et en musique, sur le terrain, l'application des directives et des choix qui ont été arrêtés par le préfet ou par le DO. Donc ce qui veut dire, et on l'a évoqué aussi pendant toute la matinée essentiellement, tout ça, ça s'appuie sur des équipes qui doivent être restreintes, c'est-à-dire qu'un centre opérationnel, ce n'est pas l'armée du Mexique, ce n'est pas des dizaines et des dizaines de personnes, et c'est surtout des gens qui sont compétents.
C'est-à-dire qu'ils s'ils sont là pour aider à la prise de décision, c'est qu'on estime qu'ils ont les compétences pour le faire. Ça ne s'improvise pas. Et ça, c'est un autre point qu'on a évoqué ce matin. La gestion de crise, ce n'est pas de l'improvisation. Même si on est confronté à un événement que l'on n'avait pas imaginé, ce sont des gens qui déjà, en temps normal, gèrent des situations de crise, qui vont pouvoir s'adapter et puiser dans leur boîte à outils, entre guillemets, d'expérience, pour gérer l'événement auquel ils sont confrontés. Donc, comme je l'ai dit en préambule, l'évolution du paysage administratif et économique, à la fois de la France, mais même du monde en règle générale, hein, avec la mondialisation et tout ce que l'on peut voir, fait qu'on va trouver comme acteurs dans la crise des gens venant d'origines complètement différentes les unes des autres et avec des intérêts qui peuvent être divergents. Hein, puisque vous avez donc potentiellement, hein, là j'ai essayé de faire un sociogramme un peu de tout ce que l'on peut trouver, vous avez les grands opérateurs publics, ça c'est la moindre des choses, mais vous avez les associations, les ONG, qui sont aujourd'hui très présents dans le paysage, les experts, on en a parlé ce matin, les grands opérateurs privés, aujourd'hui, par exemple Orange, hein, Radiocom, c'était avant privé, c'était public, maintenant c'est privé. Donc ça, ce sont des gens qui interviennent et qui continuent à intervenir. Les agences, les établissements, je les ai évoqués, l'ARS par exemple, qui est une agence régionale de santé, hein, qui n'est pas un service qui appartient directement à l'État, contrairement à ce qu'on peut penser. Les collectivités locales, avec leurs prérogatives propres, et plus ça va, et plus avec la décentralisation, elles ont... Et donc ce que j'appelle les chaînes métiers, c'est-à-dire les tuyaux d'orgue, la gendarmerie, la police nationale, les sapeurs-pompiers, l'armée, hein, donc tous les grands services qui peuvent intervenir dans la gestion de crise. Et c'est l'ensemble de ces gens-là qui doivent nous amener à formuler des propositions auprès du décideur, auprès donc du DO, du préfet, et qui vont permettre ensuite la mise en exécution des orientations qui auront été données. Et donc, tout ça pour dire que affronter une crise, c'est se préparer, et c'est un enjeu à la fois individuel et collectif. Je crois qu'on l'a dit ce matin. Je dirais qu'il faut absolument que la somme des individualités soit plus forte que chaque individualité mise les unes à côté des autres. Et c'est ça qui va nous permettre de surmonter les crises et d'arriver à obtenir le résultat souhaité. Pour cela, ça veut dire, effectivement, et on l'a, je crois, évoqué aussi en aparté tout à l'heure avec certains, c'est qu'il y a des gens, je crois que c'est le professeur Montier qui le disait aussi, qui malheureusement ne sont pas capables de gérer des événements, même s'ils sont intellectuellement très performants et très compétents. Voilà, il faut développer des aptitudes. Il faut être capable de s'intégrer dans un environnement qui n'est pas forcément notre environnement classique. C'est-à-dire qu'il faut savoir gérer ses émotions, hein, ne pas s'effondrer dès que le bateau commence à couler, être constructif, c'est-à-dire écouter les autres, savoir comment je peux apporter moi ma contribution à la résolution du problème, nourrir les besoins, c'est-à-dire être capable d'apporter moi ce que j'ai dans ce qui vient de mes structures de terrain pour pouvoir nourrir la réflexion globale. Et donc permettre d'arrêter les orientations stratégiques et ensuite tactiques. Être optimiste, c'est-à-dire se dire effectivement, mon Dieu, c'est terrible, on ne va jamais y arriver. Ben, c'est le meilleur moyen pour ne pas y arriver, effectivement. Donc c'est essayer. Enfin, si nous-mêmes, les décideurs, on n'est pas convaincus qu'on va y arriver, ça va être compliqué d'entraîner nos équipes. Un point important, gérer le temps. C'est-à-dire qu'on l'a dit aussi, on n'a pas... Je vais prendre un exemple tout bête pour illustrer ça. Avoir des visioconférences ou des messages radio qui durent à n'en plus finir, ce n'est pas productif. Donc il faut savoir aller à l'essentiel, dire ce qu'on a à dire, de façon à pouvoir être efficace. Et bien entendu, le dernier point, c'est travailler en équipe. C'est-à-dire si on n'est pas capable, effectivement, de mettre en commun les forces des uns et des autres, ça va être très compliqué. Et donc, pour cela, il faut effectivement que chaque individu qui participe à la gestion de la crise développe des qualités. Hein, donc là, j'ai essayé de... Alors, c'est pas exclusif, hein, chacun peut en rajouter. Hein, donc de la créativité, de la réactivité, de l'anticipation, c'est-à-dire pouvoir se projeter sur ce qui va se passer ensuite pour pouvoir éventuellement éviter que ça se produise, si possible, en tout cas l'anticiper. L'agilité, c'est-à-dire pouvoir sortir de son confort de chaîne métier pour pouvoir apporter des nouveautés dans la conception de l'opération. L'adaptabilité au terrain et la transversalité. Pour terminer, quelques notions qui me semblaient importantes, et en tout cas c'est ce que l'on enseigne au niveau de l'École nationale.
Premier point qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France, comme beaucoup de pays, comme normalement tous les États démocratiques, est un pays de droit. C'est-à-dire que, quoi que l'on fasse, on doit toujours l'inscrire dans le droit du pays dans lequel notre pays. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, c'est ce que j'appelle la subsidiarité, c'est-à-dire la bonne action au bon niveau par le bon acteur. C'est-à-dire que le chef omniscience qui veut tout faire, c'est le meilleur moyen pour que le système explose en vol. Donc il faut savoir déléguer, il faut savoir rester à sa place et savoir, par contre, faire travailler les gens ensemble. Donc ça, c'est un élément qui me semble primordial, de façon à ce que l'action se déroule de la façon la plus fluide possible. Ensuite, et ça c'est surtout lié au premier point, que la France est un état de droit, c'est toujours être en mesure de justifier de ses actes. Ça, je l'ai vécu personnellement sur plusieurs opérations. C'est-à-dire que vous faites des choses, en période de crise à extrême limite, vous pouvez faire, je vais dire, pratiquement ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'au bout du compte, vous devez rendre des comptes. Ne serait-ce qu'à travers une commission parlementaire, ce qui m'est déjà arrivé. Et donc, à ce moment-là, il faut être capable de pouvoir dire, j'ai fait ça, c'était peut-être pas tout à fait dans les clous, mais j'ai fait ça parce que je devais le faire pour éviter telle autre chose. Et c'est le coup, je dirais, inconvénient-avantage. Il faut que les avantages soient supérieurs aux inconvénients, sinon, effectivement, c'est pas bon. Donc il y a toujours les enquêtes, et puis il y a, le commandant l'a évoqué ce matin, les phénomènes de rétex, qui vont nous permettre, on va retrouver toujours pareil, avant, pendant, après, chez nous c'est pareil, et donc après l'opération, on fait le rétex, c'est ce qui va nous permettre d'améliorer nos dispositifs pour être encore meilleurs sur, si jamais cet événement devait se reproduire, normalement on en retire tout le bien fondé. Et puis, autre point, ça a été évoqué tout à l'heure, et ça c'est aussi un élément important, c'est savoir rendre compte de façon opportune. Il ne faut pas noyer son autorité sous un flot d'informations qui sont complètement inutiles. Aller à l'essentiel. Ça, c'est premier. De toute façon, si vous avez un vrai directeur des opérations, il vous coupera rapidement et vous perdrez toute crédibilité si jamais vous déviez. En tactique, des choses assez simples. Je pense que là, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça va mieux des fois en le disant. C'est connaître en amont ses partenaires, c'est-à-dire que face à une crise, une situation que l'on ne maîtrise pas. Je veux dire, les attentats, que ce soit les attentats de Nice, les attentats de Paris, je vous l'ai dit, personne n'avait imaginé que ça puisse se produire. Mais le fait de connaître nos partenaires, ça fait qu'on sait comment eux vont réagir, on sait comment ce qu'ils vont pouvoir nous apporter, et à partir de là, ça nous permet de bâtir sous une stratégie et une tactique commune. Savoir discerner l'essentiel et l'accessoire, même chose, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la remontée d'informations, aller à l'essentiel. Je dirais, le bon gestionnaire, c'est celui qui sait trier les choses importantes et laisser de côté les choses secondaires qu'on verra plus tard. Si vraiment une situation se complexifie, je vais prendre un exemple tout bête, les Gilets jaunes, qui est un événement social qui a quand même fortement impacté la République et au-delà, il faut savoir revenir aux choses fondamentales, c'est-à-dire c'est quoi notre priorité, quel est l'objectif, le premier objectif que l'on va se fixer, et après, une fois qu'on aura atteint cet objectif, on passera au suivant, et step by step, de façon à pouvoir progresser et régler le problème de façon globale. Enfin, bien sûr, gérer son stress, on l'a vu tout à l'heure, et être attentif également, et je crois que ça a été évoqué ici, c'est être attentif aussi au bien-être de ses collaborateurs. C'est-à-dire, si on veut que l'équipe soit performante, il faut que l'équipe soit dans de bonnes conditions. Le commandant le disait ce matin, le briefing, le débriefing, ça concourt, si vous voulez, à mettre les gens dans le contexte et faire que les gens vont adhérer au système et vont pouvoir progresser tous ensemble. Et donc, tout ça pour dire que, globalement, pour être bon, je dirais, il n'y a pas d'improvisation, c'est-à-dire qu'il faut de la préparation. La planification, on a toujours tendance à se dire les plans ne servent à rien. Le plan peut-être sert à rien, parce que le plan, j'ai rarement vu, en 45 ans de carrière, l'application d'un plan strictement. Par contre, la planification et le fait d'avoir travaillé sur le plan, ça permet d'avoir cette ouverture d'esprit et d'avoir cette connaissance avec nos partenaires. Les entraînements, vous l'avez vu tout à l'heure sur le film, pareil, ça permet justement de rôder nos modes opératoires, de savoir effectivement, par exemple, on n'avait jamais travaillé le passage entre les acteurs de terrain à chaud et la police judiciaire. On s'est rendu compte que c'est pas si simple que ça et qu'il y a encore des choses à travailler à ce niveau-là, parce que des fois, les scènes de crime, par exemple, c'est un peu compliqué.
Et donc, tout ça pour dire que c'est chacun individuellement qui apporte sa contribution à la gestion d'une crise. Hein, c'est-à-dire que la crise en elle-même, c'est pas un homme qui va la régler, c'est une équipe, sous la direction d'un chef, bien sûr, mais c'est l'ensemble de l'équipe qui apportera sa contribution. Et voilà, et je pense que j'ai essayé de te dire. Merci.